Les sous-marins allemands, appelés U-Boot, étaient un élément clé de la stratégie navale nationale-socialiste. C'étaient de petits navires exigus où les jeunes marins passaient des semaines sous l'eau à attaquer les convois ennemis. Des commandants comme Otto Kretschmer, Günther Prien et Eric Topp menaient ces missions dans des conditions très difficiles. La routine à bord d'un U-Boot était brutalement stricte et épuisante. Les quarts de quart étaient divisés en cycles de 4 heures, dans un environnement où l'espace personnel était inexistant et où les odeurs d'huile, de sueur et de nourriture rationnée imprégnaient tout. Ils dormaient à tour de rôle sur des lits chauds partagés par 3 marins ou plus, mangeaient des conserves ou des aliments déshydratés et ne voyaient pas la lumière du soleil pendant des semaines. Comment vivaient les marins allemands? Comment mouraient-ils? Que restait-il d'eux et de leurs machines après la guerre? C'est pourquoi nous vous racontons aujourd'hui la vie brutale à bord des sous-marins nazis et ce qu'il leur est advenu après la guerre. La stratégie abyssale, l'importance des sous-marins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début du XXe siècle, le monde naval était encore dominé par les grands cuirassés et les croiseurs de surface. Cependant, un changement radical se préparait dans les chantiers navals allemands. Une flotte de sous-marins conçue non seulement pour surveiller, mais aussi pour détruire depuis les profondeurs. Avec la Première Guerre mondiale, les sous-marins allemands, connus sous le nom d'Unterseeboot ou simplement U-Boot, se révélèrent une menace stratégique. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ils atteignirent leur forme la plus meurtrière et leur plus grande importance. Lorsqu'Adolf Hitler ordonna la réactivation de la puissance militaire allemande, la Kriegsmarine, la marine du Troisième Reich, reçut des instructions claires. Construire une flotte moderne, rapide et discrète, capable de perturber le commerce maritime ennemi. C'est ainsi que les sous-marins renaquirent sous la direction de l'amiral Karl Dönitz, un commandant chevronné qui comprenait parfaitement le potentiel destructeur de la guerre sous-marine. Dönitz avait une vision claire. Il voulait utiliser les sous-marins pour mener la guerre d'usure, aussi appelée guerre de course. L'idée était simple. Couler les navires marchands plus vite que les Alliés ne pouvaient les construire. Il ne s'agissait pas seulement de torpiller des cibles militaires, mais aussi de couper les approvisionnements vitaux, notamment ceux qui traversaient l'Atlantique pour rejoindre la Grande-Bretagne. Le plan fonctionna, du moins au début. Durant les premières années de la guerre, les sous-marins firent des ravages. Les modèles les plus répandus, comme le Type 7, devinrent les véritables bêtes de somme de l'Atlantique. Rapides, fiables et relativement peu coûteux à produire, ces sous-marins avaient une portée de plus de 8000 km, pouvaient plonger jusqu'à 220 mètres de profondeur et étaient armés de torpilles mortelles capables de couler des cargos pesant des dizaines de milliers de tonnes. Les premiers succès ne se firent pas attendre. En 1940 et en 1941, les sous-marins opéraient avec une efficacité quasi fantomatique. Ils naviguaient de nuit, se cachaient dans le brouillard, frappaient sans être détectés et disparaissaient dans les abysses sans laisser de traces. Cette période fut considérée comme l'âge d'or des sous-mariniers allemands, car les pertes étaient rares et le nombre de navires coulés augmentait de semaine en semaine. Des convois entiers furent dévastés au milieu de l'Atlantique sans que les escorteurs puissent faire grand-chose. Les tactiques évoluèrent également. Dönitz introduisit le système de meute de loups ou Rudeltaktik, une stratégie où plusieurs sous-marins travaillaient ensemble pour attaquer un convoi depuis différents points, saturant les défenses ennemies. Cette technique, bien que difficile à coordonner, eut un effet dévastateur. L'importance des sous-marins n'était pas seulement tactique, mais symbolique. Pour le Troisième Reich, chaque sous-marin rentrant au port était accueilli en héros. Les équipages étaient célébrés, décorés et utilisés dans la propagande nazie. Les jeunes Allemands rêvaient de devenir officiers de sous-marins, sans imaginer la brutalité qui se cachait sous la surface. Mais tandis que les sous-marins engrangeaient des succès, les Alliés ne restèrent pas les bras croisés. À partir de 1942, la situation s'inversa. L'introduction de nouvelles technologies, telles que le radar haute fréquence, le sonar perfectionné et les attaques des porte-avions d'escorte, affaiblit considérablement l'efficacité des sous-marins. La lutte anti-sous-marine évolua à une vitesse fulgurante. Les convois commencèrent à être mieux escortés. Les services de renseignement britanniques parvinrent à déchiffrer les codes de communication allemands grâce à la machine Enigma, permettant ainsi d'anticiper les mouvements des flottilles de sous-marins.
De plus, les avancées aériennes marquèrent un tournant. Des avions capables d'effectuer des patrouilles à longue distance commencèrent à couvrir les zones jusque-là aveugles de l'Atlantique, où les sous-marins opéraient plus librement. En quelques mois, ce qui était autrefois un avantage devint un terrain de chasse mortel. Les chiffres sont frappants. Sur les près de 1150 sous-marins construits par l'Allemagne pendant la guerre, environ 780 furent détruits. Le taux de mortalité des équipages dépassa 75%, ce qui en fit l'un des plus élevés de toutes les forces armées du conflit. De nombreux sous-mariniers ne revinrent jamais. Ils coulèrent silencieusement, sans avertissement, avec à peine quelques secondes pour réagir. Pourtant, jusqu'à la fin du conflit, Hitler insista pour maintenir cette force sous-marine active. Il ordonna même le développement de modèles révolutionnaires, comme le type 21, considéré comme le premier sous-marin véritablement moderne, capable d'opérer en immersion pendant des jours sans avoir besoin de faire surface grâce à ses batteries améliorées et à sa conception hydrodynamique. Ce nouveau type, bien que prometteur, arriva trop tard pour changer le cours de la guerre. L'évolution des sous-marins ne se limita pas à ces seuls modèles. Leurs missions se diversifièrent également. Certains sous-marins furent adaptés pour lancer des missiles expérimentaux, d'autres pour transporter des espions ou du matériel classifié. Les sous-marins opéraient également en Arctique, en Méditerranée et même dans l'océan Indien, dans le cadre d'alliances tactiques avec le Japon. Sur le plan stratégique, les sous-marins forcèrent les Alliés à consacrer d'importantes ressources à la protection de leurs voies de navigation. Des navires d'escorte furent construits, des réseaux de détection développés, des bases aériennes agrandies et des zones d'exclusion instaurées. Tout cela constitua une victoire indirecte pour les Allemands. Tandis que les Alliés défendaient leurs lignes de ravitaillement, le Reich pouvait concentrer une partie de ses efforts sur d'autres fronts. Mais malgré leur importance, les sous-marins ne parvinrent jamais à atteindre leur objectif principal, affamer la Grande-Bretagne jusqu'à sa soumission. Les navires continuèrent d'arriver, le flux de ravitaillement se poursuivait, et une fois entrés en guerre, les Américains multiplièrent leur production navale de manière exponentielle. Malgré cela, les sous-marins laissèrent une marque indélébile dans l'histoire navale. Ils étaient le symbole de la terreur silencieuse, de la menace invisible, et aussi le tombeau métallique de dizaines de milliers d'hommes qui combattirent sur un front sans lumière, sans air frais, sans issue. Les sous-marins nazis n'ont pas seulement changé la façon de mener la guerre en mer. Ils ont redéfini ce que signifie survivre sous pression, au sens le plus littéral et humain du terme. Prêts à mourir, à quoi ressemblait l'entraînement sur sous-marin de la Kriegsmarine? Embarquer sur un sous-marin allemand ne se résumait pas à revêtir un uniforme et à prendre la mer dans l'Atlantique. Cela exigeait un entraînement technique, physique et mental extrêmement rigoureux. Les hommes qui manœuvraient ces tubes d'acier n'étaient pas des marins ordinaires, mais un groupe d'élite entraînés à opérer dans le silence, l'obscurité et l'enfermement, des hommes prêts à vivre à deux doigts de la mort. Le processus de sélection commençait par une soumission volontaire, car tout le monde ne souhaitait pas embarquer sur des sous-marins. Parmi les jeunes hommes de la Kriegsmarine, beaucoup préféraient servir sur des navires de surface ou dans des missions logistiques. La rumeur était claire. Sur les sous-marins, le risque de mourir était extrêmement élevé. Mais pour certains, l'idée du combat sous-marin, la camaraderie et le prestige qui entouraient ces unités étaient séduisants. Les candidats subissaient des évaluations médicales et psychologiques approfondies. Il ne suffisait pas d'être en bonne santé, il fallait aussi faire preuve de stabilité émotionnelle. Des semaines de confinement, la pression du commandement, la claustrophobie, l'incertitude, tout cela exigeait des nerfs d'acier. Les candidats étaient testés dans des chambres closes où ils passaient des heures isolées, ou étaient soumis à des tests auditifs dans l'obscurité totale afin de mesurer leur résistance au stress sensoriel. Une fois admis, la formation commençait. La première phase se déroulait à terre, généralement sur des bases navales comme Kiel, Wilhelmshaven ou Flensburg. Les recrues y apprenaient les bases de la navigation, de la mécanique, de l'électricité et du maniement des armes. Elles s'entraînaient sur des maquettes de sous-marins grandeur nature, pratiquant les procédures d'urgence, la manœuvre des écoutilles et les exercices d'inondation. Tout était réalisé avec une précision millimétrique, car la moindre erreur pouvait être fatale en plein océan. L'étape suivante consistait en un entraînement à bord de sous-marins d'entraînement qui opéraient dans les eaux calmes de la mer Baltique. Là,
Les stagiaires découvraient pour la première fois les conditions réelles d'un sous-marin. Couloirs étroits, température variable, humidité constante et bruit constant. La formation était axée sur le travail en équipe. Chacun devait connaître son rôle et celui de ses collègues. À bord d'un sous-marin, l'improvisation n'était pas de mise. Un équipage typique comptait entre 45 et 60 hommes, selon le type de sous-marin. Chacun devait connaître les systèmes du navire, moteur diesel, batteries électriques, système de plongée, périscope, système d'oxygène et tube lance-torpille. Même les cuisiniers recevaient une formation technique de base pour pouvoir intervenir en cas de sinistre. La préparation aux situations d'urgence était un élément fondamental de la formation. Les instructeurs recréaient des pannes de moteur, des incendies simulés, des fuites d'eau et des pannes de courant. Les recrues devaient réagir en quelques secondes, non seulement pour sauver le sous-marin, mais aussi pour se sauver mutuellement. Elles s'entraînaient également à l'utilisation du respirateur d'urgence, une petite bouteille d'oxygène qui pouvait leur procurer quelques minutes de survie supplémentaires en cas d'inondation ou de fuite de gaz. La discipline était stricte, mais la camaraderie l'était tout autant. La formation visait non seulement à former des techniciens compétents, mais aussi à consolider une équipe fonctionnant comme une seule entité. Ils dormaient ensemble, mangeaient ensemble et se relayaient pour assurer les quarts de nuit. On leur apprenait à déchiffrer le langage corporel de leurs interlocuteurs. Le silence était souvent la norme à bord du sous-marin. Se comprendre sans un mot était une compétence précieuse. À mesure que le conflit progressait et que les pertes s'accumulaient, le rythme de l'entraînement s'accéléra. Il n'était plus possible de consacrer une année à la formation des marins comme au début de la guerre. Certains membres d'équipage arrivaient pour leur première mission avec à peine 3 mois d'entraînement. Cela créait des tensions. De nombreux capitaines expérimentés se méfiaient des jeunes et il était fréquent que des recrues s'effondrent dès leur premier jour en mer. Au cœur de la formation se trouvaient les commandants de sous-marins, les Kaleun. Ces officiers étaient sélectionnés parmi les meilleurs de la Kriegsmarine et devaient allier sang-froid analytique et charisme. Ils étaient entraînés séparément sur des simulateurs sophistiqués et au moyen de tests tactiques. Ils apprenaient à calculer des itinéraires, à gérer les approvisionnements et à interpréter les signaux ennemis. Leur formation comprenait des études météorologiques, la navigation astronomique et l'évasion de convois. Certains, comme Otto Kretschmer et Eric Topp, devinrent des légendes vivantes. Les marins étaient également formés à l'endurance physique. Malgré l'espace confiné, ils devaient entretenir leurs conditions physiques grâce à des pompes, des abdominaux et des exercices de respiration, qui faisaient partie de leur routine quotidienne. La capacité pulmonaire pouvait faire la différence entre la vie et la mort en cas de perte de pression ou d'évasion définitive. L'un des aspects les plus importants de la formation, bien que moins connu, était la préparation psychologique à la mort. Les membres d'équipage étaient ouvertement informés du sort qui les attendait. On leur montrait des images de sous-marins coulés et on leur apprenait à éviter la panique en cas de blocage. L'acceptation du risque faisait partie intégrante du processus. Le serment final n'était pas obligatoire, mais beaucoup le prêtaient par choix. Ich dien mit on bis zum Tod, ce qui signifie « je sers avec honneur et jusqu'à la mort ». Ce n'était pas de simples mots, c'était une réalité. Une fois à bord, les marins continuèrent d'apprendre, et sur le champ de bataille, chaque mission était une leçon. Les vétérans formèrent les novices, le capitaine corrigeait ou discutait des manœuvres avec les officiers, et les mécaniciens adaptaient et intégraient de nouvelles solutions aux problèmes récurrents. Avec les progrès technologiques, les opérateurs sonars étudiaient et apprenaient à interpréter les nouveaux échos ou signaux. Et à leur retour au port, s'ils y retournaient, ils participaient à des débriefings techniques où ils racontaient ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Tout contribuait à l'amélioration. Mais il y avait aussi du temps, bien que minime, pour l'humanité. Avant le départ, les membres d'équipage recevaient une lettre personnelle de l'amiral Dönitz, leur souhaitant bonne chance et leur rappelant l'importance de leur mission. Mère, épouse ou amis pouvaient envoyer de petits colis contenant des lettres, des photos ou des bonbons. Nombre d'entre eux portaient des amulettes, des images religieuses ou des porte-bonheur cousus sur leurs uniformes. Lorsqu'ils étaient enfin affectés à une véritable mission, le jour de l'embarquement était solennel. Le sous-marin partait escorté de saluts, de drapeaux et parfois même d'une fanfare militaire.
Mais une fois la côte franchie, le véritable voyage commençait. Un long tunnel sombre, sans retour possible. Ceux qui survivaient au premier voyage étaient considérés comme des initiés. Ils avaient vaincu leur propre peur, et cela, à bord d'un sous-marin, était une forme de maturité. Chacun savait, une fois à l'intérieur, il n'y avait plus de retour en arrière. Chaque jour, la même nuit, quelle vie terrible était à bord d'un sous-marin nazi. Une fois le sous-marin sorti du port et entré dans l'Atlantique, la réalité changea du tout au tout. Ce qui aurait pu paraître une mission héroïque aux yeux des civils était tout autre chose vu de l'intérieur. Une lutte quotidienne contre l'enfermement, le silence, la pression de l'eau et son propre corps. Vivre sur un sous-marin, c'était comme habiter un univers parallèle où les notions de jour et de nuit disparaissaient, où le temps s'étirait et où la normalité était un mot lointain. L'espace à l'intérieur d'un sous-marin allemand était minuscule. Chaque recoin était occupé par quelque chose, moteur, batterie, torpille, câble, vivres, hommes. Au premier temps de la navigation, les passages étaient littéralement obstrués par des sacs de pommes de terre, des bidons d'eau, des boîtes de conserve, des outils et des barils de carburant supplémentaires. Il fallait les enjamber pour se déplacer. Ce n'est qu'à mesure que la nourriture et le carburant étaient consommés que l'espace commençait à se libérer. L'équipage était organisé en équipes tournantes, généralement 4 heures de travail et 4 heures de repos. Mais le « repos » était un terme relatif. Il n'y avait pas assez de lits pour tout le monde. Dans un système appelé hot bunking, 3 ou 4 hommes partageaient la même couchette par roulement. Pendant que l'un dormait, un autre travaillait et un troisième se préparait à partir. Les couvertures étaient humides, trempées de sueur et de sel et rarement complètement sèches. La ventilation était médiocre et l'air vicié était un ennemi constant. Lors d'une immersion prolongée, le dioxyde de carbone s'accumulait lentement. Des filtres à air pouvaient atténuer le problème, mais ne l'éliminaient pas complètement. De nombreux marins souffraient de maux de tête chroniques, de vertiges et même de légères hallucinations. Pour éviter les pertes de connaissance, des comprimés d'oxygène artificiel étaient administrés et chaque respiration était rationnée. Il était strictement interdit de fumer sous l'eau. Les conditions d'hygiène étaient minimales. Il n'y avait qu'une seule toilette fonctionnelle, située à l'avant du sous-marin, à côté des tubes lance-torpilles. Si le sous-marin était immergé à grande profondeur, le système de drainage pouvait s'effondrer et les eaux usées devaient être stockées jusqu'à leur évacuation à la surface. Les accidents n'étaient pas rares, obligeant les toilettes à rester fermées pendant plusieurs jours. Dans ces situations, on utilisait des seaux, des serviettes ou de simples bouteilles. L'eau douce était une autre denrée précieuse. Elle servait exclusivement à boire et à cuisiner. Il n'y avait ni douche, ni lessive, et les marins pouvaient passer des semaines sans se laver. L'odeur à l'intérieur du sous-marin s'imprégnait de l'atmosphère, un mélange de sueur, d'huile, de sel, d'aliments fermentés, de caoutchouc et de diesel. Elle était si omniprésente que de nombreux plongeurs étaient reconnaissables à leur odeur à leur retour à terre. La nourriture était simple, calorique et répétitive. Les premières semaines, ils mangeaient relativement bien, saucisses, pain, fruits, viande en conserve et soupe. Mais au fil des jours, la nourriture fraîche disparaissait. Le pain rassis, les fruits pourrissaient et les conserves devenaient la norme. Le cuisinier, surnommé Der Smudge, était une figure respectée. Il devait réussir à nourrir 50 hommes dans un espace exigu, avec une cuisine à un seul brûleur en mouvement constant. Les bons cuisiniers étaient considérés comme des trésors à bord. Malgré tout, la routine était stricte. Chaque membre d'équipage avait un rôle précis. Opérateur sonar, barreur, torpilleur, mécanicien, chef mécanicien, infirmier. Tous travaillaient sous la supervision du Kaleun, du capitaine et du premier officier. Le respect de la hiérarchie était absolu et les ordres étaient exécutés sans réserve. La discipline n'était pas une question de fierté, mais de survie. Mais le travail technique ne faisait pas tout, et une bataille émotionnelle était également menée. La monotonie de l'environnement, le manque de soleil, la menace constante d'être détecté et l'impossibilité de s'échapper créaient un climat de tension constante. Chaque bruit était significatif, un cliquetis de tuyaux, un changement de moteur, une vibration de coque. La peur s'installait silencieusement et chaque plongée profonde était une épreuve de nerfs. Lorsqu'un sous-marin était repéré, la traque commençait.
Des grenades sous-marines étaient larguées depuis les destroyers alliés. Des explosions secouèrent la coque. Les lumières clignotaient, des valves se détachaient, tout grinçait. Les hommes s'accrochaient aux parois, se mordant les lèvres, certains priant. Le bruit d'une charge explosant à proximité était assourdissant. On craignait qu'un seul d'entre eux ne suffise à briser la coque et à laisser l'océan tout engloutir. Durant ces heures, le sous-marin demeurait immobile et plongé dans un silence total. Les moteurs étaient coupés, les hommes cessaient de parler, même les pas étaient évités. Seul l'hydrophone, c'est-à-dire l'oreille du sous-marin, restait actif à la recherche de traces d'hélices ennemies. L'attente pouvait durer des heures, sans sommeil ni repas. Seule l'attente de la fin de la tempête, ou du coup fatal, occupait le cœur. En dehors des combats, les moments de loisir étaient rares, mais essentiels. On jouait de l'accordéon, on lisait des romans. Certains écrivaient des journaux intimes ou des lettres à leur famille, tandis que d'autres restaient assis près du périscope à imaginer le monde à la surface. On lisait et relisait les lettres familiales, même à voix haute. On racontait des blagues et on parlait de l'avenir après la victoire. Un avenir qui promettait le retour au pays, la conquête des femmes et la consommation de bière. Rêve de marin, humble rêve de choses simples. Vraiment, rêver était un moyen de rester sain d'esprit. L'isolement du monde extérieur était total, car il n'y avait ni radio commerciale à bord, ni nouvelles hebdomadaires. Seuls des messages codés étaient reçus du commandement central. Parfois, les marins apprenaient des événements cruciaux comme des batailles, des invasions ou la chute de villes avec des semaines de retard. La guerre était vécue comme une rumeur lointaine, tandis que l'océan, immense et indifférent, les enveloppait complètement. Le temps était une notion diluée. Il n'y avait ni lever ni coucher de soleil. Seulement les cycles de quart, les repas, les alarmes, la maintenance, le silence. Les horloges continuaient de tourner, mais elles ne signifiaient plus rien. Certains perdèrent le compte du nombre de jours passés en mer. D'autres se mirent à rêver de voix, de lumière, de vastes étendues. Leurs esprits se mirent à jouer des tours. Et pourtant, au milieu de tout cela, une chose maintenait les hommes unis, leur honneur commun. Chaque mission était un pacte. Survivre était une victoire collective. La fraternité était absolue. Si l'un tombait malade, les autres le couvraient. Si quelqu'un paniquait, les autres le soutenaient. La vie de l'un dépendait des autres. Lorsqu'ils revinrent enfin au port, les marins touchèrent terre d'un pas hésitant, comme si la gravité avait basculé. Certains pleuraient en silence, d'autres allèrent boire. Beaucoup s'enfermèrent pendant des jours, et chacun savait, au fond de lui, que ce répit n'était que temporaire, que bientôt les ordres retentiraient à nouveau, et qu'il leur faudrait retourner aux abysses. Technologie des profondeurs, l'évolution des sous-marins au fil du conflit. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en septembre 1939, la Kriegsmarine comptait un peu plus de 50 sous-marins opérationnels, un nombre qui semblait modeste pour un conflit mondial, mais ces premiers sous-marins étaient des pièces maîtresses du plan d'Hitler visant à étrangler la Grande-Bretagne depuis les profondeurs. S'ensuivit une course technologique acharnée. D'un côté, l'Allemagne devait construire des sous-marins plus nombreux et plus performants. De l'autre, les Alliés développaient des contre-mesures de plus en plus efficaces. Ainsi s'écrivit l'histoire de l'évolution des sous-marins. Le modèle le plus emblématique des premières années de guerre fut le type 7, dans ses variantes A, B et C. C'était un sous-marin d'attaque de taille moyenne robuste, facile à produire et à entretenir. D'une longueur d'environ 67 mètres et pouvant accueillir environ 45 membres d'équipage, le type 7 était conçu pour des missions de 30 à 40 jours dans l'Atlantique. Son armement principal se composait de 5 tubes lance-torpilles, 4 à l'avant et 1 à l'arrière, ainsi que d'un canon anti-aérien et d'un autre sur le pont. Ce type de sous-marin devint le véritable cheval de bataille de la guerre sous-marine allemande. Manœuvrable et fiable, il fut produit à plus de 700 exemplaires tout au long du conflit. Mais il présentait certaines limites. Son temps d'immersion était relativement court et il devait fréquemment faire surface pour recharger ses batteries grâce à ses moteurs diesel. À mesure que le conflit progressait et que la pression alliée s'intensifiait, les ingénieurs navals allemands cherchèrent de nouvelles solutions. C'est ainsi qu'est né le type 9, un sous-marin océanique doté d'une plus grande autonomie et d'une plus grande taille. Mesurant jusqu'à 76 mètres de long,
Ils pouvaient parcourir de plus grandes distances, idéales pour les opérations au large de la côte est des États-Unis, des Caraïbes ou même de l'océan Indien, et embarquaient davantage de torpilles. Sa capacité à opérer loin des bases européennes en faisait la plateforme idéale pour les missions à long rayon d'action, notamment le transport de technologies vers le Japon ou les patrouilles au large de l'Afrique. Cependant, le principal talon d'Achille des deux modèles, le 7 et le 9, était le même, la nécessité de faire surface fréquemment. Cette vulnérabilité fut exploitée par les Alliés à partir de 1942, lorsqu'ils commencèrent à dominer le ciel atlantique grâce à des patrouilles aériennes équipées de radars. Chaque fois qu'un sous-marin faisait surface, il devenait une cible facile. La Kriegsmarine tenta d'atténuer cette menace par de petites avancées. L'une d'elles était le Schnorchel, un tube rétractable qui permettait aux sous-marins d'aspirer de l'air et d'expulser des gaz, tout en naviguant à hauteur périscopique, sans avoir à faire surface complètement. Cette technologie, adaptée de modèles néerlandais capturés, fut introduite trop tard et souffrit de problèmes techniques qui limitèrent son efficacité. Mais elle représentait une étape importante vers le sous-marin moderne. Parallèlement, des améliorations furent apportées à la propulsion électrique, au système de détection acoustique et au blindage de la coque. Mais le grand espoir de Dönitz et du haut commandement arriva en 1944, le type 21, surnommé Electroboot, un sous-marin révolutionnaire conçu dès le départ pour opérer presque en permanence sous l'eau. Le type 21 était l'aboutissement d'années d'expérience et de recherche technologique désespérées. Doté d'une conception hydrodynamique le rendant plus rapide en immersion qu'en surface, une innovation jusqu'alors, le type 21 pouvait atteindre des vitesses sous-marines allant jusqu'à 17 nœuds et rester immergé plusieurs jours d'affilée grâce à ses batteries haute capacité. Son système de recharge était plus rapide, son profil acoustique plus discret et ses capteurs bien plus perfectionnés. Ce sous-marin innovait également sur d'autres plans. Il incluait des radars passifs, un système de conduite de tir automatisé, des moteurs électriques silencieux et même une cuisine plus fonctionnelle et un aménagement plus ergonomique pour l'équipage. C'était, à tous égards, un saut générationnel, mais il arriva trop tard. Lorsque les premiers types 21 furent prêts à fonctionner, le Troisième Reich était déjà en pleine retraite. Seules 2 unités effectuèrent des patrouilles de combat actives. Les autres furent capturés dans des chantiers navals ou coulés par les Allemands eux-mêmes pour empêcher leur utilisation par les Alliés. L'impact de sa conception fut néanmoins si profond que les marines d'après-guerre, notamment soviétiques et américaines, s'en inspirèrent pour leurs premiers sous-marins nucléaires. Parallèlement, l'Allemagne tenta d'expérimenter des modèles encore plus petits et plus polyvalents. C'est ainsi que naquirent les sous-marins de poche tels que le Biber, le Molch et le Seehund. Ces navires, dotés d'1 ou 2 hommes d'équipage, ne transportaient qu'une paire de torpilles et étaient conçus pour les opérations côtières, le sabotage ou les attaques surprises dans les zones portuaires. Bien que techniquement ingénieux, ces mini-sous-marins étaient extrêmement vulnérables et le taux de mortalité de leur équipage dépassait 90%. L'évolution s'accompagna également de changements dans la doctrine opérationnelle. Au début de la guerre, les sous-marins opéraient de manière plus indépendante. Avec l'introduction des meutes de loups, les sous-marins commencèrent à coordonner leurs attaques groupées. Plus tard, face à l'augmentation des pertes, la tactique de dispersion fut abandonnée afin de minimiser les risques, et les sous-marins passèrent du statut de chasseurs audacieux à celui, souvent, de proie prudente. Leur utilisation se diversifia également à des fins logistiques. Certains sous-marins furent modifiés pour des missions spéciales, comme le transport de missiles antiaériens, le lancement de mines marines, le déploiement de commandos saboteurs ou l'installation de stations météorologiques automatisées sur des côtes isolées, comme ce fut le cas à Terre-Neuve. L'effort industriel allemand pour produire des sous-marins fut colossal. Plus de 1150 sous-marins furent construits tout au long de la guerre, mobilisant des dizaines de milliers d'ouvriers dans des chantiers navals comme ceux de Hambourg, Brême, Danzig et Kiel. Des tunnels souterrains et des bunkers géants servaient à protéger les chaînes de montage des bombardements alliés. Certains de ces bunkers, comme celui de Lorient, en France occupée, subsistent encore aujourd'hui comme des monuments du génie de guerre. Vers la fin du conflit, cependant, ni l'innovation ni la production de masse ne suffisaient. Les Alliés dominèrent les airs,
déchiffrait les codes allemands et patrouillait avec de nouvelles générations de destroyers et d'avions anti-sous-marins. La durée de vie des nouveaux sous-marins était de quelques semaines. Nombre d'entre eux n'accomplissaient même pas leur première mission. Les progrès technologiques ne purent compenser la rapidité avec laquelle la guerre basculait en défaveur de l'Allemagne. Pourtant, même dans leur chute, les sous-marins laissèrent une profonde empreinte. Ils redéfinirent la guerre navale, ils forcèrent les Alliés à modifier leur stratégie maritime, et ils forcèrent chacun à envisager, pour la première fois, un ennemi invisible, silencieux, mais susceptible d'apparaître sur n'importe quelle côte de la planète. Le retour de Moby Dick, les tragédies les plus sinistres des sous-marins. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins allemands furent les protagonistes d'opérations audacieuses, d'attaques surprises et d'exploits de navigation. Mais derrière cette façade d'acier et de stratégie se cachaient de profondes tragédies humaines, parfois choquantes. La guerre sous-marine n'était pas seulement une bataille technique, c'était un jeu de vie ou de mort où la moindre erreur pouvait sceller le sort de dizaines d'hommes. L'une des tragédies les plus mémorables fut celle de l'U-1206, survenue en avril 1945, dans les derniers jours du conflit. Le sous-marin, récemment lancé et équipé d'une nouvelle technologie de toilette pressurisée, un système si avancé qu'il nécessitait un entraînement spécial, subit un incident inhabituel. L'un des membres d'équipage, ne maîtrisant pas parfaitement le mécanisme, actionna une valve par erreur alors que le sous-marin se trouvait à grande profondeur. Conséquence, des eaux usées et des gaz commencèrent à inonder le compartiment, forçant le commandant à faire immédiatement surface au large des côtes écossaises. Ce faisant, l'U-1206 fut repéré par l'aviation britannique et attaqué. Le commandant ordonna l'abandon et le sabordage du sous-marin. 4 hommes périrent. Ce fut une tragédie absurde où la technologie et la précipitation jouèrent contre eux. Autre cas dramatique, celui de l'U-864, qui coula en février 1945 corps et biens au large des côtes norvégiennes. Sa mission était de transporter de la technologie militaire, des pièces de réacteurs et de l'uranium enrichis vers le Japon. Mais il fut intercepté par le sous-marin britannique HMS Venturet, qui le coula lors d'une manœuvre historique, la seule bataille sous-marine de l'histoire où les deux adversaires furent immergés. L'U-864 se brisa en deux et coula à plus de 150 mètres de profondeur avec ses 73 membres d'équipage. L'impact environnemental de sa cargaison radioactive est encore étudié aujourd'hui. L'une des tragédies les plus nombreuses fut celle du sous-marin U-47 commandé par le célèbre commandant Günther Prien, héros de l'attaque de Scapa Flow. Le sous-marin disparut en mars 1941 alors qu'il patrouillait dans l'Atlantique Nord. Ni sa trace, ni celle de ses 45 hommes d'équipage ne furent jamais retrouvés. Pendant des décennies, on a spéculé sur son naufrage par des grenades sous-marines, mais des théories d'explosion interne ou de collision accidentelle ont également émergé. La figure de Prien a été effacée de la propagande nazie sans explication, et sa mort est devenue un symbole du mystère et du danger constant de la guerre sous-marine. Le sort du sous-marin U-99, l'un des sous-marins allemands les plus performants sous le commandement d'Otto Kretschmer, surnommé le Loup silencieux, fut tout aussi choquant. Avec un nombre impressionnant de plus de 200 000 tonnes coulées, Kretschmer devint une légende. Mais en mars 1941, son U-99 fut repéré par des destroyers britanniques et attaqué à coups de grenades sous-marines. Le sous-marin fut contraint de faire surface et Kretschmer ordonna une évacuation. Bien que la majeure partie de son équipage ait été secourue, 3 marins périrent dans l'attaque. Kretschmer passa le reste de la guerre comme prisonnier de guerre au Canada. Contrairement à de nombreuses tragédies de ce genre, le leadership du commandant évita une catastrophe totale. Cependant, le sort de l'U-250 fut moins heureux. Ce sous-marin fut coulé dans le golfe de Finlande en juillet 1944 par une grenade sous-marine soviétique. Seuls 6 hommes survécurent et furent capturés. Le reste de l'équipage, dont des officiers expérimentés, périt piégé dans les profondeurs. Le plus choquant survint ensuite. L'Union soviétique récupéra le sous-marin entier des fonds marins, le remorqua jusqu'à un chantier naval et l'utilisa comme source de renseignements techniques. L'U-250 devint une prise de guerre coulée.
Autre histoire poignante, celle de l'U-222, coulé par erreur lors d'un exercice d'entraînement. Le 2 septembre 1942, au large des côtes allemandes, une batterie d'artillerie côtière le prit pour un sous-marin ennemi. L'U-222 fut touché par un obus direct, provoquant une explosion interne. 42 membres d'équipage périrent. Ce fut un accident tragique, fruit du chaos opérationnel survenu lors de l'entraînement accéléré de la fin de la guerre. Il convient également de rappeler le sous-marin U-1059, coulé dans l'Atlantique Sud en mars 1944. Il transportait des torpilles expérimentales, dont des modèles à guidage acoustique. Il fut repéré par un avion américain Grumman Avenger qui l'attaqua à coups de grenades sous-marines. Lorsque les torpilles stockées sur le pont explosèrent, le sous-marin explosa en plein vol, tuant instantanément la majeure partie de l'équipage. Seuls 5 hommes réussirent à sauter à la mer. Parmi eux, un seul fut sauvé vivant. Les autres succombèrent à leurs blessures ou furent attaqués par des requins. L'une des tragédies les plus emblématiques de la fin du conflit fut celle du sous-marin U-977, non pas à cause de son naufrage, mais à cause de son incroyable périple. Le sous-marin quitta la Norvège en mai 1945, au moment même où l'Allemagne capitulait. Son commandant, Heinz Schäfer, décida de ne pas se rendre et emmena son sous-marin en Argentine. Le voyage dura 66 jours sous l'eau, l'une des plus longues plongées jamais enregistrées. Bien qu'ils aient atteint la côte sans incident, de nombreux marins en furent psychologiquement marqués. Plusieurs tombèrent malades pendant le voyage. L'épisode fut exploité par la presse pour alimenter les rumeurs d'évasion nazie vers l'Amérique du Sud, bien qu'il n'ait jamais été prouvé qu'ils transportaient des passagers clandestins. Il existe également des tragédies moins connues, comme celle du sous-marin U-1063, coulé près des côtes anglaises par des grenades sous-marines après s'être officiellement rendu quelques jours auparavant. Et l'U-486, détruit par une torpille alliée alors qu'il transportait des armes secrètes. Dans ce cas précis, la torpille avait été lancée par un sous-marin britannique qui avait rompu son silence radio pour intercepter le signal ennemi, une entreprise extrêmement risquée. La mortalité parmi les marins sous-marins fut l'une des plus élevées de toute la guerre. Sur environ 40 000 hommes ayant servi dans la force sous-marine allemande, plus de 28 000 périrent. Cela signifie que 7 hommes sur 10 ayant embarqué sur un sous-marin ne revinrent jamais. La plupart disparurent sans laisser de traces dans les profondeurs de l'Atlantique Nord, de la mer du Nord ou de la Méditerranée. Pour leurs familles, la tragédie fut double. Souvent, il n'y avait ni corps, ni tombe, ni explication. Juste un télégramme. La mer les avait engloutis. Et pourtant, chaque nouvel équipage embarquait avec la même résignation. Ils savaient que les chances étaient contre eux, mais la mission continuait. Parfois par loyauté, parfois par camaraderie, parfois simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre option. La chute des Léviathans. Qu'est-il arrivé aux sous-marins après la fin de la guerre? Lorsque l'Allemagne signa sa capitulation inconditionnelle le 8 mai 1945, plus de 150 sous-marins allemands patrouillaient encore sur les océans. Certains naviguèrent seuls, d'autres faisaient partie de flottilles tentant d'exécuter leurs derniers ordres, tandis que plusieurs étaient amarrés dans des ports occupés ou attendaient des instructions sous la surface. En quelques heures, tous étaient officiellement apatrides, sans pavillon et sans mission. La flotte de sous-marins, qui avait été la terreur de l'Atlantique, devint du jour au lendemain un vestige inconfortable d'une machine militaire vaincue. À partir de ce moment, une opération connue sous le nom de Opération Deadlight commença, l'un des plus grands efforts de désarmement naval de l'histoire. Son objectif était de localiser, d'escorter et de couler délibérément tous les sous-marins captifs ou rendus afin d'empêcher leur réutilisation ou que leur technologie ne tombe entre de mauvaises mains. L'objectif n'était pas seulement de désarmer l'Allemagne, mais aussi d'envoyer un message. L'arme sous-marine du Troisième Reich devait être complètement rayée de la carte. Des sous-marins furent rassemblés dans des ports alliés comme Londonderry en Irlande du Nord et Loch Ryan en Écosse. Des dizaines d'unités y étaient alignées, beaucoup d'entre elles abîmées, rouillées, leurs insignes couverts de peinture et leurs équipages détenus. Les marins allemands, pour la plupart de jeunes survivants de missions suicides, furent internés dans des camps de prisonniers de guerre. Nombre d'entre eux ne revinrent en Allemagne que plusieurs années plus tard.
Au total, plus de 150 sous-marins furent délibérément coulés entre 1945 et 1946 dans le cadre de cette opération. La procédure consistait à les remorquer en mer, puis à les utiliser comme cible pour des essais de tir aérien ou à les couler directement avec des charges explosives. Certains coulèrent pendant le remorquage, d'autres résistèrent jusqu'à être littéralement criblés par les forces britanniques et américaines. L'opération Deadlight ne fut pas sans heurts. Plusieurs sous-marins se détachèrent lors de manœuvres et coulèrent dans des positions imprévues. Certains se sont désintégrés avant d'atteindre le large. Les conditions météorologiques, les courants et la détérioration des coques de l'Atlantique Nord ont entraîné la disparition de nombreux sous-marins dans des conditions incontrôlées. Aujourd'hui, les restes de plus de 100 sous-marins reposent éparpillés au fond des mers au large de l'Irlande et de l'Écosse, formant un cimetière sous-marin silencieux. Cependant, tous les sous-marins n'ont pas été coulés. Un nombre important a été capturé intact par les Alliés à des fins d'études. Les États-Unis et l'Union soviétique se disputaient l'accès à la technologie allemande. Les sous-marins de nouvelle génération, comme le type 21, ont suscité un vif intérêt en raison de leur conception avancée et de leur potentiel militaire. Plusieurs d'entre eux ont été transportés vers des ports américains, soviétiques ou britanniques pour y être démantelés et analysés pièce par pièce. L'un des sous-marins les plus célèbres capturés était l'U-505, saisi par l'US Navy en 1944 avant la fin de la guerre. Il a été remorqué jusqu'au sol américain où il a été étudié de manière approfondie. Son système de codage, son système de propulsion et son armement ont permis d'améliorer les sous-marins alliés. L'U-505 fut restauré par la suite et fait désormais partie d'une exposition permanente au Musée des sciences et de l'industrie de Chicago. Il s'agit du seul sous-marin original exposé dans l'hémisphère occidental. Les Soviétiques, quant à eux, reçurent quelques sous-marins au titre des réparations de guerre. Le plus remarquable fut l'U-2-529, l'un des rares types 21 opérationnels, qui fut intégré à la flotte soviétique sous la désignation B-27. Pendant des années, les ingénieurs russes étudièrent sa structure, son système de batterie et sa capacité à opérer en immersion prolongée. Ces connaissances furent fondamentales pour la conception des premiers sous-marins soviétiques d'après-guerre. Des sous-marins non immatriculés furent également découverts lors de la capitulation. Certains commandants, réticents à se rendre, décidèrent de s'aborder leurs sous-marins avec tout leur équipage. Dans bien des cas, ces décisions furent prises par fierté, par loyauté ou simplement par crainte de représailles. L'U-853, par exemple, poursuivit ses opérations même après l'annonce de la capitulation allemande et fut finalement coulé au large des côtes de Rhode Island en mai 1945, 3 jours après la fin officielle de la guerre. D'autres sous-marins réussirent à atteindre des ports neutres. L'U-530 et l'U-177, par exemple, arrivèrent en Argentine quelques semaines après la capitulation, déclenchant une vague de spéculations et de théories du complot. On disait qu'ils transportaient des dirigeants nazis, de l'or et même les restes d'Hitler. Bien que ces histoires n'aient jamais été prouvées, les 2 sous-marins furent saisis par les autorités argentines et remis aux États-Unis, où ils furent finalement coulés dans le cadre d'essais navals. La fin des U-Boot marqua également la fin d'un corps militaire particulier, les sous-mariniers de la Kriegsmarine. À la fin de la guerre, plus de 75% d'entre eux avaient péri. Les rares qui rentrèrent chez eux le furent comme des fantômes, accablés par un mélange de culpabilité, de traumatisme et de silence. L'Allemagne d'après-guerre n'était ni prête à les honorer ni à les condamner ouvertement. Ils furent tout simplement oubliés pendant des années. Sur le plan technologique, les U-Boot du Troisième Reich ouvrirent la voie à la guerre sous-marine moderne. Leur conception, en particulier celle du type 21, servit de base aux futurs sous-marins nucléaires de la guerre froide. Les leçons apprises dans les océans du conflit ne furent pas perdues, elles furent assimilées, améliorées, transformées. Mais au-delà des aspects techniques, il restait l'histoire de vie coincée entre les plaques d'acier, l'obscurité et le silence. Une armée sous-marine opérait sous la mer, sans gloire finale, sans défilé de victoire. Le mensonge dans les vagues, le sauvetage de l'U-869, le sous-marin qui n'était pas censé être là. Pendant près d'un demi-siècle, le sous-marin allemand U-869 a été officiellement considéré comme perdu près de Gibraltar, sans plus de détails. La Kriegsmarine avait signalé la disparition du sous-marin en février 1945,
et pendant des décennies, personne n'a remis en question ce rapport. Mais en 1991, ce qui avait commencé comme une expédition de plongée récréative au large des côtes du New Jersey s'est transformé en l'une des découvertes les plus mystérieuses et passionnantes de l'histoire de l'archéologie sous-marine militaire. Tout a commencé lorsqu'un groupe de plongeurs techniques dirigé par John Chatterton et Richie Kohler, explorateurs passionnés d'épaves, a localisé les restes d'un sous-marin à environ 70 mètres de profondeur et à plus de 100 km au large de la côte atlantique des États-Unis. La première surprise fut que le site ne correspondait à aucune épave connue dans la région, et la seconde, plus choquante encore, fut qu'il s'agissait d'un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale. L'épave était bien conservée, bien que partiellement effondrée. La structure principale conservait encore les lignes du type 180, un modèle hauturier à long rayon d'action. Les hélices, les périscopes et les écoutilles indiquaient qu'il s'agissait d'un sous-marin. Mais un problème se posait. Selon les archives historiques, aucun sous-marin allemand n'avait jamais été coulé à cet endroit de l'Atlantique. Une enquête parallèle commença alors. D'une part, une exploration physique du sous-marin au moyen de plongées extrêmement dangereuses en raison de la profondeur, de la visibilité et du risque d'effondrement. Et d'autre part, une recherche documentaire cherchant à recouper journaux de bord, rapports de mission, archives classifiées et témoignages. Pendant plusieurs années, les plongeurs menèrent des expéditions successives, risquant leur vie à chaque plongée. Il ne s'agissait ni d'un projet officiel, ni d'un financement institutionnel. C'était une recherche obsessionnelle, motivée par une question sans réponse. Comment un sous-marin allemand était-il arrivé à cet endroit? Et pourquoi personne ne le savait? Lors d'une plongée des plus révélatrices, les plongeurs parvinrent à pénétrer dans le compartiment des torpilles et découvrir des outils portant des inscriptions en allemand, des pièces de machines portant des numéros de série, et enfin, la plus belle trouvaille, une valve marquée U869. C'était la confirmation qu'ils cherchaient. Ils avaient retrouvé l'U869, présumé disparu à des milliers de kilomètres de là. Cette découverte força à réécrire l'histoire car, selon des documents allemands, l'U869 avait été envoyé en mission dans l'Atlantique Nord, initialement à destination des côtes marocaines. Cependant, suite à des changements dans les ordres de patrouille, le sous-marin reçut probablement l'ordre de se diriger vers la côte américaine où d'autres sous-marins opéraient dans le cadre des dernières offensives désespérées du Reich. Le problème était que l'ordre serait arrivé tardivement ou sous une forme ambiguë. La confusion, typique du chaos des communications des derniers mois de la guerre, scella son sort. Les conditions dans lesquelles l'U869 a été coulé restent sujettes à débat. Une théorie, soutenue par les plongeurs, suggère que le sous-marin a été détruit par l'une de ses propres grenades sous-marines, peut-être lors d'une manœuvre défensive mal exécutée. Une autre hypothèse suggère qu'il a été touché par des grenades larguées par des destroyers américains patrouillant dans la zone. Cependant, aucune source alliée contemporaine ne fait état d'un tel naufrage, ce qui rend l'affaire totalement mystérieuse. Lors des plongées, les plongeurs ont également trouvé des restes humains, transformant cette découverte en une question éthique et émotionnelle. Ils ont décidé de traiter le site comme un cimetière militaire. Ils n'ont retiré ni corps ni effets personnels. L'U869, submergé et silencieux, est passé du statut d'objet de curiosité technique à celui de mémorial sous-marin. L'un des détails les plus poignants a été la découverte du journal intime d'un marin, partiellement conservé, mentionnant des proches à Hambourg et une amie attendant le retour de l'un des marins. Ces fragments, pour la plupart illisibles, ont été récupérés par les plongeurs et remis aux autorités allemandes qui ont contacté les descendants. C'était la clôture symbolique d'une histoire oubliée pendant plus de 45 ans. La découverte de l'U869 a également ouvert un débat plus large. Combien de sous-marins allemands sont encore portés disparus? Tout au long de la guerre, plus de 50 sous-marins allemands ont été déclarés perdus sans explication. Certains auraient été victimes de mines, d'autres d'erreurs de navigation ou d'incidents mécaniques. Certains auraient coulé dans des zones inexplorées de l'océan. Aujourd'hui, l'U869 repose au fond de la mer, un sanctuaire de guerre officiellement reconnu par l'Allemagne et protégé par le droit international. La zone où il repose n'est marquée ni par des bouées, ni par des monuments.
mais est visité chaque année par des plongeurs spécialisés qui rendent un hommage silencieux à l'équipage. Eau empoisonnée. Opération U-864, le sous-marin transportant une cargaison qui continue de détruire la planète. Lorsque le sous-marin allemand U-864 quitta la base navale de Kiel en décembre 1944, sa destination n'était ni une patrouille ni une mission de combat. Il transportait une cargaison secrète et une mission stratégique. Traverser l'Atlantique, doubler le cap de Bonne-Espérance et atteindre le Japon. Il faisait partie de l'opération César, une tentative désespérée du Troisième Reich pour transférer technologie, ingénieurs, moteurs d'avion et matières nucléaires à l'Empire japonais, avec lequel il partageait une alliance dans ses dernières heures de résistance. Mais l'U-864 n'atteignit jamais sa destination. En février 1945, au large de Fedje, dans l'ouest de la Norvège, il fut intercepté par le HMS Venturer, un sous-marin britannique commandé par le lieutenant James Landers. Ce jour-là fut unique dans l'histoire navale. Une bataille entre deux sous-marins complètement submergés. Les Landers, sans contact visuel, estimèrent la position, la vitesse et la profondeur de l'U-864 et lancèrent une série de torpilles selon une séquence soigneusement calculée. L'une d'elles toucha le fond. Le sous-marin allemand se brisa en deux et coula au fond, emportant avec lui les 73 membres d'équipage, et un secret qui ne serait révélé que près de 6 décennies plus tard. Pendant des décennies, l'emplacement exact de l'épave resta inconnu. Il n'existait aucune trace précise, et l'histoire fut reléguée au second plan dans l'histoire navale britannique. Cependant, en 2003, une expédition norvégienne menant des études océanographiques dans la zone localisa des structures métalliques à plus de 150 mètres de profondeur. Ce qui n'était au départ qu'une anomalie géologique devint rapidement une enquête internationale. La descente d'un sous-marin robotisé équipé de caméras haute résolution confirma la découverte. Les restes étaient ceux de l'U-864, encore fragmentés, recouverts de sédiments, mais visiblement bien préservés. Plus surprenante encore fut la découverte de conteneurs cylindriques scellés, dont beaucoup étaient encore intacts. Après analyse, leur contenu a été révélé. Plus de 60 tonnes de mercure métallique stockées dans des bocaux en céramique à l'intérieur de cuves en acier. Le mercure était destiné au Japon, probablement comme composant de systèmes de navigation ou de développement expérimentaux. Mais sa présence sur les fonds marins norvégiens représentait une menace environnementale très grave, car le mercure est hautement toxique et, au fil des décennies, certains bocaux avaient commencé à se corroder, libérant de petites quantités dans l'écosystème marin. Le gouvernement norvégien, apprenant l'ampleur de la découverte, s'est retrouvé face à un dilemme monumental. Comment gérer une épave qui est à la fois un cimetière militaire, un risque écologique et un fragment historique? Après des années de délibération, d'études techniques et de pression des organisations environnementales, une décision finale a été prise en 2017. L'U-864 ne serait pas extrait, mais encapsulé dans les fonds marins. La solution retenue consistait à recouvrir entièrement le sous-marin d'une dalle de pierre et de béton sous-marin, scellant ainsi l'épave pour empêcher toute fuite future de mercure. L'opération était extrêmement délicate, non seulement en raison de la profondeur et des conditions de mer dans la zone, mais aussi parce que tout mouvement inapproprié risquait de fracturer davantage les conteneurs et de libérer leur contenu toxique. Malgré la solution technique, la controverse persistait. Certains, dont des historiens et des associations de familles des marins décédés, affirmaient qu'enfouir le sous-marin équivalait à effacer un chapitre de l'histoire et qu'une extraction progressive et contrôlée aurait dû être tentée. D'autres, en revanche, considéraient le risque écologique comme plus important que la préservation matérielle. En réalité, l'U-864 était enterré à jamais. Une capsule d'acier, de mort et de poison scellée sous des tonnes de roches. Mais même après son encapsulation, l'histoire de l'U-864 continua de susciter questions et théories. L'une d'elles s'interrogea sur le contenu exact de la cargaison. Si la présence de mercure fut confirmée, des spéculations circulèrent quant à la possibilité que d'autres objets transportés, tels que des pièces de réacteurs Messerschmitt, des plans de missiles, des technologies optiques avancées et même de petites quantités de matières radioactives, aient été destinés à des laboratoires japonais.
Une autre curiosité était la figure de James Landers, le commandant britannique qui coula l'U-864. Son exploit était si précis que de nombreux historiens navals le comparent à une partie d'échecs sous-marine. Cependant, Landers n'a jamais pleinement exploité sa célébrité. Il est décédé en 1988, ignorant que des décennies plus tard, sa manœuvre serait étudiée comme un chef-d'œuvre de calcul et de tactique sous-marine. Aujourd'hui, l'emplacement exact où repose l'U-864 est indiqué sur les cartes marines norvégiennes comme une zone interdite et l'accès est limité. Il n'y a aucun monument visible ni plaque commémorative. Seule la mer sachant ce qu'elle cache, et sous elle, les restes d'un sous-marin qui n'a jamais rempli sa mission, mais dont l'héritage empoisonné et mystérieux continue de flotter au gré de l'histoire. Ossements en mer, autres sous-marins retrouvés ces dernières décennies. Nombre de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale ont été pulvérisés par des grenades sous-marines ou oubliés dans les profondeurs de l'Atlantique, mais tout autant ont mystérieusement disparu ou ont coulé suite à des défaillances mécaniques et humaines. Au cours des dernières décennies, un nombre considérable de sous-marins allemands ont été redécouverts, récupérés, préservés ou étudiés à des fins historiques, techniques, voire touristiques. Certaines de ces découvertes, résultant des événements que nous avons décrits lors de l'analyse des tragédies subies par ces navires, n'ont pas eu l'impact médiatique de l'U-869 ou de l'U-864, considérés comme les découvertes les plus importantes dans ce domaine. Cependant, chacun d'eux apporte une pièce supplémentaire au puzzle complexe de la guerre sous-marine sous le Troisième Reich. L'un des cas les plus marquants est celui de l'U-534, découvert en 1986 au large des côtes danoises dans le détroit de Kattegat. Ce sous-marin, un type XC-40, fut coulé le 5 mai 1945 par un bombardier britannique, 3 jours seulement avant la fin de la guerre en Europe. L'équipage parvint à évacuer partiellement le sous-marin, mais 3 marins périrent lors de l'attaque. Curieusement, l'U-534 était en route vers la Norvège, peut-être dans le cadre d'une évacuation secrète ou d'une mission de dernière minute vers l'Amérique du Sud. Le mystère entourant son sort et sa cargaison exacte a alimenté de nombreuses théories. Le sous-marin fut entièrement récupéré grâce à une opération de sauvetage privée financée par un homme d'affaires danois. Bien que endommagée par l'attaque et la corrosion, la coque resta étonnamment intacte. L'U-534 fut partiellement restauré et fut exposé en plein air pendant des années dans le port de Birkenhead, au Royaume-Uni. Il fait actuellement partie d'une exposition thématique au musée U-Boat Story, où les visiteurs peuvent admirer son intérieur à travers des panneaux vitrés. C'est l'un des rares sous-marins originaux exposés hors d'Allemagne. Un autre cas curieux est celui de l'U-995, un type 7C-41, l'un des modèles les plus utilisés par la Kriegsmarine. À la fin de la guerre, ce sous-marin fut capturé par les Britanniques et remis à la marine norvégienne, qui l'utilisa comme navire-école sous le nom de Kaura. En 1965, il fut restitué à l'Allemagne en tant qu'objet historique. Aujourd'hui, l'U-995 est échoué sur la plage de Labo, près de Kiel, et transformé en musée flottant visitable. Avec l'U-505 de Chicago, il est l'un des rares sous-marins à avoir été conservé dans un état proche de l'origine, avec son équipement interne intact. L'U-2540, quant à lui, a une histoire encore plus insolite. Il s'agissait d'un type 21, le modèle de sous-marin le plus avancé construit par l'Allemagne pendant la guerre. Lancé en 1945, il ne participa jamais au combat. En mai de la même année, son propre équipage le coula près de Flensburg pour éviter d'être capturé. Il resta sous l'eau pendant plus d'une décennie jusqu'en 1957, date à laquelle il fut secouru par la République fédérale d'Allemagne, remis à flot, modernisé et remis en service comme sous-marin expérimental sous le nom de Wilhelm Bauer. Il servit dans la Bundesmarine jusqu'en 1982. Aujourd'hui, l'U-2540 est un musée flottant à Bremerhaven et représente le seul type 21 entièrement restauré ouvert au public. Des découvertes plus récentes, réalisées par des chercheurs civils, des pêcheurs et des explorateurs sous-marins, sont également exposées. En 2017, une équipe de plongeurs néerlandais a retrouvé l'U-30 et un au large de Terschelling, l'un des premiers sous-marins coulés pendant la guerre, porté disparu depuis 1939.
Cette découverte a clos un chapitre ouvert depuis plus de 75 ans et a permis aux descendants de son équipage de retrouver enfin les tombes de leurs proches. Au large des côtes du nord de la France, notamment autour de Lorient, Saint-Nazaire et La Rochelle, des dizaines d'épaves de sous-marins gisent encore sous les décombres de bunkers. Certains ont été détruits par les troupes allemandes en retraite, d'autres par les Alliés. Dans certains cas, les sous-marins se sont retrouvés piégés dans des structures en béton, s'intégrant au paysage industriel abandonné. En Norvège, base stratégique clé des opérations sous-marines allemandes dans l'Atlantique Nord, plusieurs coques et épaves de sous-marins ont été retrouvées dans les fjords. Nombre d'entre elles sont très détériorées, mais font encore l'objet d'études archéologiques. L'U-864 mentionné ci-dessus n'est que l'un des plus connus, mais au moins une douzaine d'autres ont été identifiés au fil des ans par des équipes civiles et gouvernementales. Dans d'autres cas, les sous-marins ont été littéralement vendus à la ferraille ou fondus, comme ce fut le cas de nombreux sous-marins capturés après la guerre dans des ports français, danois ou baltes. Seule une minorité a été préservée à des fins éducatives ou commémoratives. Le reste a été réduit à l'acier recyclé. Un chapitre particulier est consacré aux sous-marins disparus sans explication officielle. Les historiens navals débattent encore du sort d'au moins 20 sous-marins qui ne sont jamais revenus et dont les coordonnées de naufrage demeurent incertaines. Certains ont probablement été détruits par des mines, d'autres par des accidents mécaniques ou des erreurs humaines. La mer les a engloutis sans laisser de traces. Ces dernières années, les progrès des technologies de numérisation sous-marine ont permis de localiser de nouveaux sites. Des équipes d'archéologie marine, comme celle de l'Université de Kiel et de l'Institut norvégien de recherche marine, ont commencé à cartographier précisément les fonds marins où se trouvent les épaves. Ces projets n'ont pas seulement une valeur historique, ils permettent également d'évaluer les risques écologiques, tels que les fuites de carburant ou l'instabilité des munitions. Dans ce contexte, les sous-marins allemands sont passés du statut d'armes de guerre à celui d'objets de mémoire collective. On les étudie, on les filme, on les visite. Nombre d'entre eux font office de musées flottants, de mémoriaux aux morts, voire de récifs artificiels pour la vie marine. Ils sont, à bien des égards, les derniers témoins immergés d'une guerre qui s'est également déroulée dans le silence absolu des profondeurs. Ainsi, l'héritage des sous-marins est dispersé entre les vitrines des musées, les images capturées par des robots sous-marins, les archives déclassifiées et les tombes invisibles qui gisent encore sous les flots.